48 heures sont posées comme une menace sèche, puis se fissurent quand la rue se réveille d'un seul bloc. Entre l'avertissement télévisé du Premier ministre jamaïcain et le grondement croissant des foules, l'écart se creuse, transformant Ibrahim Traoré en symbole inattendu d'insolence politique partagée. Pourquoi ce compte à rebours lointain devrait-il vous intéresser, vous qui regardez la Jamaïque comme un simple sujet de Burkina Faso News, et non comme un miroir possible? Dans ce bref basculement, une question s'ouvre déjà sur la suite, comme une porte entr'ouverte entre deux mondes. Le récit qui s'ouvre ici ne vise qu'une seule chose, montrer, sans détour, comment un simple discours tenu à Kingston a déclenché une réaction nationale que même les responsables jamaïcains n'avaient pas anticipée. La promesse est claire. Offrir une lecture structurée, fondée uniquement sur les éléments du témoignage original, pour comprendre pourquoi une mise en demeure de 48 heures a fini par nourrir une mobilisation massive. Au centre de cette analyse se trouve un enjeu. Saisir comment la parole d'un invité étranger, relayée des marchés urbains aux collines rurales, a pu faire vaciller la mécanique politique habituelle. Ce qui rend cette histoire cruciale, c'est l'enchaînement précis. La salle comble, les premiers départs de députés, les réactions sur WhatsApp, puis l'explosion progressive dans les rues. Et si la véritable question était de savoir comment un message improvisé a pu dépasser les frontières institutionnelles? À mesure que le fil se déploiera, chaque étape montrera comment l'effet cumulatif des voix jamaïcaines a pris le dessus sur la menace formelle. La première révélation tient en deux constats simples. À peine quelques heures après le discours, plus d'1 millier de personnes avaient déjà relayé les premiers extraits depuis Kingston, et la rupture politique s'est enclenchée bien plus vite que prévu. Cette accélération soudaine montre que la mise en demeure de 48 heures n'a pas figé la situation, mais au contraire agit comme catalyseur d'une dynamique qui dépassait totalement le cadre institutionnel. Dans ce mouvement continu, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît immédiatement. Sa prise de parole, pourtant décrite comme directe et informelle, a touché un ensemble de frustrations préexistantes que la classe politique jamaïcaine gérait jusque-là par silence successif. Le contexte qui mène à cette explosion est clair dans le témoignage d'après le récit tel qu'il a été rapporté. La visite démarre comme un échange culturel classique, une intervention d'un chef d'État invité. Mais la tonalité change dès les premières phrases. Le public est nombreux. Les journalistes attendent une allocution protocolaire, tandis que les représentants politiques occupent les premiers rangs avec une certaine assurance. Pourtant, dès qu'il évoque les problèmes des hôpitaux, des écoles ou la corruption systémique, la tension devient palpable, avant même que les premiers députés ne quittent la salle. Le contraste entre la chaleur de l'accueil et l'inconfort immédiat des officiels constitue le nœud initial du basculement. Parallèlement, la circulation des extraits transforme l'incident scénique en phénomène national. Les marchés de Kingston, les taxis de Montego Bay, les paroisses rurales, tout s'embrase sur le même rythme. Le signal que perçoit la population n'est pas celui d'un affront diplomatique, mais celui d'une vérité dite publiquement après des années de dénonciations dispersées. Le délai de 48 heures, au lieu de ramener l'ordre, crée un suspense politique que chacun interprète à sa manière. Ainsi, la mini-révélation n'est pas tant l'ultimatum en lui-même, mais la rapidité avec laquelle il expose une fracture préexistante. À partir de là, chaque heure devient un chapitre nouveau, où les réactions populaires devancent les réponses officielles. Dès les premières réactions, deux figures ressortent du témoignage d'après le récit tel qu'il a été rapporté et servent de fil conducteur pour comprendre l'amorce du basculement. La première est collective. Les jeunes présents dans la salle, dont l'enthousiasme immédiat crée une brèche visible dans l'atmosphère tendue provoquée par le départ des députés. Leur réaction n'est pas spectaculaire en apparence, mais elle sert de repère. Elle montre que le message touche un public qui se reconnaît dans les descriptions des hôpitaux manquant de matériel, des écoles dégradées ou des formations professionnelles promises puis abandonnées.
La seconde figure se situe dans l'espace médiatique, où les journalistes, décrits comme tapant aussi vite qu'ils pouvaient, transforment l'instant en matière circulante, prête à devenir un élément politique actif. Ces deux niveaux servent de guide pour suivre l'impact précoce. Les foules des marchés, les chauffeurs de taxi, les agriculteurs des paroisses rurales, toutes ces voix s'apparaissent dans la source comme des relais spontanés qui renforcent la portée initiale du discours. La cohérence de ces réactions, bien qu'issues de milieux différents, révèle une attente accumulée autour de la question de corruption et de services publics défaillants. Ce premier impact est d'autant plus déterminant qu'il se produit avant toute réponse gouvernementale structurée. La circulation rapide des extraits crée une pression latente, presque mécanique, qui déplace l'attention du protocole officiel vers les vécus quotidiens. Le véritable « so what » à ce stade tient en une phrase. La parole prononcée devient un point de convergence que personne ne parvient à contenir. Le déclenchement se produit dès la fin du discours. Les députés quittent la salle, le public se fige. Les jeunes applaudissent, les journalistes enregistrent tout. La tension grimpe brusquement. Ibrahim Traoré reste immobile au micro, comme si la charge du moment confirmait ce qu'il venait d'énoncer sur les hôpitaux en ruine et les écoles dégradées. Les premières vidéos circulent, les marchés de Kingston s'animent, les chauffeurs de taxi montent le son, les agriculteurs des paroisses rurales échangent les mêmes extraits. La diffusion devient instantanée. Les téléphones vibrent, les conversations s'enclenchent partout. Le flux continue jusque tard dans la nuit. L'ultimatum télévisé tombe. Le Premier ministre exige des excuses publiques dans un délai précis. La mise en demeure de 48 heures apparaît comme une réponse directe. Les foules réagissent immédiatement. Les premiers rassemblements émergent dans Emancipation Park. Les pancartes dénoncent la corruption évoquée dans le discours original. Les chants de Bob Marley retentissent. La police observe sans intervenir. Les groupes de jeunes continuent d'arriver. Le mouvement reste calme mais déterminé. La journée suivante amplifie tout. Le Parlement se réunit en urgence. Les voix s'élèvent. Certains élus dénoncent l'intervention d'un leader étranger. D'autres reconnaissent la véracité des situations décrites. La division interne s'affiche publiquement. Les écrans retransmettent les débats. Les rues commencent à se remplir. Les forums étudiants se tiennent. Les marchés commentent secondent chaque extrait. Les chauffeurs répètent que les pénuries hospitalières évoquées par Ibrahim Traoré correspondent à la réalité qu'ils entendent depuis des années. Les agriculteurs confirment la disparition des subventions. Le ton politique change. Les chaînes officielles tentent de reprendre la main. Les narratifs de menaces extérieures apparaissent. Les messages d'alerte circulent dans les couloirs du pouvoir. Mais les foules ne se dispersent pas. Au contraire, elles grossissent. Les parcs se remplissent. Les taxis transportent des groupes entiers vers Kingston. La pluie tombe dans certaines zones, mais les manifestants restent. Les slogans se multiplient. Les vidéos franchissent 5 millions de vues. L'écho du discours traverse aussi l'Afrique. Les rues de Ouagadougou s'animent. Les jeunesses sahéliennes reprennent des extraits. L'approche de l'échéance renforce la tension. Les heures 24, 36 puis 47 sont rapportées dans la source comme des paliers successifs. Les décisions parlementaires se durcissent. Les propos du Premier ministre se font plus fermes. Les rappels à la souveraineté nationale se répètent. Pourtant, l'augmentation du nombre de manifestants dépasse les réponses institutionnelles. Les femmes défilent en tête. Les travailleurs exigent des audits. Les églises évoquent l'idée de vérité. Les universités organisent des débats quotidiens. Les médias indépendants fouillent davantage. À l'heure est décisive, le contraste est total. Le bureau du Premier ministre attend une réaction immédiate d'Ibrahim Traoré. Le silence demeure jusqu'à la dernière minute. Puis l'intervention finale survient depuis Ouagadougou. Le message est bref. Il refuse de s'excuser. Il réaffirme que ses mots
visait la corruption décrite par la population elle-même. Les extraits explosent en ligne. Les rues jamaïcaines réagissent instantanément. Les rassemblements atteignent des dizaines de milliers de personnes. L'ultimatum s'effondre sous la pression populaire. Le mouvement s'étend encore. Les appels aux audits, aux lois anticorruption et aux emplois publics deviennent centraux. Le cycle déclenché par un seul discours se transforme alors en force durable. Le premier repère chiffré de la source établit une ligne de base claire. Plus de 100 milliards de dollars jamaïcains auraient été perdus en un an à cause de différents mécanismes de détournement. Et cette donnée sert de socle pour comprendre l'ampleur des réactions décrites ensuite. Le texte insiste sur cette somme pour montrer que les plaintes évoquées dans les rues ne naissent pas instantanément, mais s'inscrivent dans une accumulation d'irrégularités perçues depuis longtemps. Cette référence unique, évoquée très tôt dans la prise de parole rapportée, forme une rupture entre la gestion institutionnelle et les réalités quotidiennes. La deuxième donnée, évoquée au sujet des hôpitaux, parle d'1 milliard de dollars jamaïcains alloués dont 800 millions auraient disparu. Et cette précision renforce l'impression d'un déficit structurel de confiance envers les dispositifs publics. Le témoignage souligne que ces fonds devaient soutenir des infrastructures essentielles, ce qui explique la réaction énergique du personnel soignant lorsqu'il apparaît dans la source. Les infirmières, les médecins et les patients mentionnés dans les extraits ne constituent pas un groupe homogène, mais la même inquiétude traverse chacune des scènes décrites. La troisième mesure concerne 500 millions de dollars promis aux écoles avant de s'évaporer, et cette disparition accentue la cohérence des revendications éducatives présentes dans les marchés, les universités et les paroisses rurales. Le texte n'ajoute aucun chiffre autre que ceux déjà mentionnés, mais il met en évidence la récurrence des situations dans lesquelles les projets annoncés ne se matérialisent pas. Chaque contexte rapporté montre une tension entre les attentes des familles, les conditions matérielles limitées et la perception d'un détournement systématique. À partir de ces trois données, l'évolution delta apparaît dans la propagation rapide des réactions. Les extraits circulent. Les chauffeurs de taxi répètent les mêmes passages. Les agriculteurs reliquent les chiffres aux subventions manquantes. Les étudiants utilisent les mesures évoquées pour structurer les premiers forums. Chaque mobilisation décrite dans la source trouve un point d'ancrage dans ces éléments quantitatifs, même si les participants ne les répètent pas tous explicitement. Les chants, les pancartes ou les commentaires enregistrés font référence à des hôpitaux dépourvus de fournitures, à des écoles sans matériel ou à des formations inexistantes. La cohérence interne du témoignage se renforce lorsque les manifestations dépassent les premières centaines de personnes. Les parcs se remplissent. Les débats universitaires se multiplient. Les groupes civiques rappellent l'existence d'enquêtes précédentes. La montée progressive vers les milliers de manifestants suit la même logique. Une accumulation vécida, ancrée dans les chiffres mentionnés plus tôt, nourrit la réaction collective. Lorsque les prises de position politiques deviennent plus dures, la population renvoie systématiquement à ces indicateurs, explicitement ou implicitement. Le moment décisif se produit quand les rassemblements atteignent des dizaines de milliers de participants après le refus public d'excuses. La mention initiale de 100 milliards perdus, celle des 800 millions manquants dans les hôpitaux et celle des 500 millions disparus des écoles se retrouvent alors comme arrière-plan constant. Elles n'agissent pas comme preuves supplémentaires, mais comme points fixes qui structurent les émotions, les slogans et la résistance décrite dans chaque scène. À ce stade, les chiffres ne servent plus seulement à dénoncer. Ils deviennent la charpente invisible de la mobilisation telle que décrite dans la source. Deux positions contradictoires émergent clairement dans la source et structurent la tension politique décrite. La première soutient que l'intervention d'un dirigeant étranger, invité certes, mais direct et acerbe, aurait franchi une limite en critiquant publiquement un gouvernement hôte. Cette ligne
relayée par certains élus dans l'hémicycle et reprise par les canaux officiels, s'appuie sur l'argument de souveraineté. Aucune nation ne devrait accepter qu'un discours extérieur insulte ses institutions. Elle utilise l'idée d'ordre, de protocole et de respect des cadres diplomatiques pour défendre la mise en demeure de 48 heures lancée par le Premier ministre. La seconde position, plus diffuse, mais bien plus largement relayée dans la population selon le témoignage, repose sur la reconnaissance des situations décrites. Hôpitaux dépourvus de matériel, écoles sans ressources, programmes de formation non réalisés, subventions agricoles disparues. Les extraits rapportent que des étudiants, des infirmières, des agriculteurs, des chauffeurs de taxi et même des groupes religieux y voient une confirmation de préoccupations exprimées depuis des années. Pour eux, l'intervention n'est pas une attaque extérieure, mais une vérité prononcée publiquement dans un espace où ces thèmes circulent déjà à voix basse. Le Stillman du premier camp consiste à reconnaître que le protocole diplomatique exige une certaine retenue et qu'un discours non filtré dans un contexte officiel peut perturber les équilibres institutionnels. Les élus s'inquiètent et ne s'opposent pas à la dénonciation de problèmes réels, mais à la manière et au lieu où elle s'exprime. Leur crainte, telle qu'elle transparaît dans les débats parlementaires décrits, est que cette intervention devienne un précédent et provoque des divisions internes. Le Stillman du second camp implique de comprendre que les réactions observées dans les marchés, les universités, les églises ou les paroisses rurales ne surgissent pas d'une simple sympathie extérieure, mais d'un alignement entre les expériences quotidiennes et les faits mentionnés sur scène. Le témoignage met en avant la cohérence entre ce que disent les foules et ce que montrent les chiffres évoqués dans la source. La réponse fondée sur la source est simple. Les deux positions existent réellement, mais l'ampleur de la mobilisation démontre que la ligne populationnelle a dépassé la ligne institutionnelle. La césure arrive d'un seul trait. Les foules ne reflusent plus. Les débats officiels s'enlisent. Les marchés continuent de relayer les extraits. Le texte d'après le récit tel qu'il a été rapporté montre que le ton politique se durcit précisément au moment où les rassemblements atteignent un volume impossible à contenir. Ibrahim Traoré, absent physiquement depuis son départ, reste pourtant présent dans chaque conversation, parce que son refus public d'excuses sert de point d'ancrage à la dynamique décrite. Les chaînes télévisées tentent de reprendre le récit. Les messages d'alerte circulent dans les couloirs institutionnels. Les prises de position se succèdent. Pourtant, le mouvement garde son calme. Les étudiants organisent des forums quotidiens. Les chauffeurs de taxi transportent des groupes entiers vers Kingston. Les agriculteurs répètent les mêmes fragments évoquant les subventions manquantes. Les infirmières relient les pénuries hospitalières aux fonds évoqués plus tôt. Chaque scène contenue dans la source renforce l'idée que la mobilisation s'installe durablement. Ce midpoint révèle une bascule structurelle. La rue impose désormais le tempo. Les heures réglementaires fixées par la mise en demeure perdent toute capacité à dominer le récit. Les manifestations continuent. Les parcs restent pleins. Le contraste entre protocole et vécu devient le cœur battant de la situation. Et à partir d'ici, chaque réponse officielle se heurte à un mouvement déjà trop large pour revenir en arrière. Les conséquences concrètes décrites dans la source se répartissent naturellement en 4 ensembles distincts. Le premier concerne d'après ce qui se manifeste dans la vie sociale quotidienne, c'est-à-dire les structures sociales ordinaires. Marchés, paroisses rurales, taxis collectifs, églises, universités. La source montre que ces espaces deviennent immédiatement des lieux de discussion actifs. Les commerçantes de Coronation Market reprennent les extraits du discours. Les chauffeurs de Montego Bay diffusent les passages évoquant les hôpitaux dépourvus de matériel. Les fidèles entendent les sermons citant l'idée de vérité. Les forums étudiants se tiennent chaque soir. Dans ces scènes, l'écho d'Ibrahim Traoré revient sans cesse, non comme figure lointaine, mais comme repère
pour décrire les manques déjà vécidaux. L'effet ici est net. La circulation de la parole transforme les plaintes dispersées en un fil social cohérent. Le deuxième ensemble touche au d'après ce qui apparaît dans le vécu professionnel des personnes concernées, c'est-à-dire les professions directement affectées par les pénuries mentionnées. Le texte d'après le récit tel qu'il a été rapporté rapporte les voix d'infirmières, rappelant l'absence de gants, de médecins, évoquant les équipements manquants, de professeurs décrivant des classes surchargées, d'agriculteurs parlant des subventions promises, puis évaporées. Les travailleurs des transports, quant à eux, relient les extraits aux conversations entendues depuis des années. À ce stade, la mobilisation ne relève plus d'un simple élan émotionnel. Elle devient l'expression d'une accumulation d'expériences professionnelles frustrées qui trouvent soudain une formulation publique. Ibrahim Traoré est ici perçu comme celui qui a articulé ce que les groupes de métiers disent déjà, parfois sans amplification. Le troisième ensemble renvoie au d'après ce qui se joue au sein des institutions et des médias, c'est-à-dire les institutions politiques et médiatiques. Les débats parlementaires, retransmis dans la source, montrent un corps législatif divisé entre défense de la souveraineté et reconnaissance discrète de problèmes réels. Les chaînes officielles tentent de reprendre le contrôle narratif en parlant de menaces extérieures. Les réunions internes se multiplient. Les ministres s'opposent sur les termes à utiliser. Les conseillers discutent du risque de voir la mobilisation paraître légitime. Mais chaque tentative institutionnelle se heurte à l'ampleur croissante des foules. Le texte chaud, Teruzikiro. Plus les lignes politiques se tendent, plus les manifestations s'étendent. Enfin, le quatrième ensemble touche à d'après les résonances observées dans la région, c'est-à-dire l'impact régional et international. Les extraits circulent en Afrique. Les rues de Ouagadougou et de Dakar reprennent des phrases entières. Les radios caribéennes analysent l'incident comme un affrontement entre vérité et protocole. Les médias internationaux relaient l'affaire. Le résultat est double. La mobilisation jamaïcaine se sent soutenue symboliquement et la pression extérieure complique davantage les tentatives de rétablir un récit strictement institutionnel. Ibrahim Traoré apparaît alors comme point de jonction entre deux espaces géographiques qui partagent un même imaginaire de lutte contre la corruption. Au final, les conséquences décrites dans la source forment un ensemble cohérent. La parole prononcée sur scène se propage, se transforme, puis structure la mobilisation sans qu'aucune réponse officielle ne parvienne à renverser la dynamique. Le déroulement présenté dans la source permet d'imaginer 3 trajectoires possibles sur une période de 6 à 12 mois, chacune ancrée dans la logique interne des événements rapportés. Le scénario de base s'appuie sur l'évolution déjà visible. La mobilisation reste pacifique, les demandes s'organisent autour des hôpitaux, des écoles et des fonds publics manquants. Et les débats institutionnels continuent de se diviser entre défense du protocole et reconnaissance discrète des défaillances. Dans cette configuration, les manifestations persistent, mais sans basculer dans l'affrontement. Les propositions d'audit avancées dans le texte d'après le récit tel qu'il a été rapporté renforcent l'idée d'une pression durable. Le Parlement maintient ses discussions internes. Les groupes civiques consolident leur réseau. Les universités structurent leurs forums. La dynamique reste active mais contenue. Le scénario optimiste part du même socle mais suppose que les autorités transforment la pression sociale en mesures administratives plus concrètes. Les débats parlementaires pourraient conduire à des audits publics élargis, comme le suggèrent les discussions mentionnées dans la source. Les voix religieuses et universitaires, déjà présentes, jouent alors un rôle de médiation entre institutions et population. Les travailleurs des secteurs clés, santé, éducation, agriculture, transport, voient certains engagements partiellement suivis d'effets, ce qui atténue la tension collective. Le mouvement garde sa structure pacifique, soutenue par l'imaginaire régional décrit dans les extraits africains. Ibrahim Traoré reste une référence symbolique, mais l'attention se déplace vers des réformes locales plus visibles, apportant un équilibre entre exigences populaires
et processus institutionnels. Le scénario le plus défavorable s'appuie sur la même matière source, mais pousse les tensions vers une impasse. Les institutions resserrent leur discours sur la souveraineté. Les chaînes officielles multiplient les narratifs défensifs. Et les divisions internes rapportées dans les réunions ministérielles s'intensifient. Les manifestations, toujours décrites comme massives dans le texte, continuent d'augmenter sans obtenir d'avancées concrètes. Les travailleurs, déjà frustrés, renforcent la pression. Les forums universitaires deviennent plus critiques. Les marchés et les paroisses rurales maintiennent leur mobilisation quotidienne. La fracture entre protocole et vécu, déjà centrale dans la source, se creuse davantage. Dans cette configuration, l'absence d'ajustement réel prolonge la contestation et fragilise encore plus les autorités. Quel que soit le scénario, une recommandation de prudence analytique s'impose. Ne jamais supposer un aboutissement unique. Les scènes décrites dans la source montrent une société en mouvement, structurée par des attentes récurrentes. Le rôle des institutions, la capacité d'écoute et le maintien du caractère pacifique seront les éléments déterminants des mois suivants. Les scènes rapportées dans la source montrent que les réactions jamaïcaines ne se limitent pas aux rues ni aux débats institutionnels. Elles touchent directement 3 groupes de spectateurs distincts, chacun lisant l'événement avec une grille de perception propre. Le premier groupe, celui des observateurs sociaux ordinaires, rassemble les familles, les étudiants et les travailleurs qui voient dans les extraits une résonance avec leur quotidien. Les témoignages des infirmières, des chauffeurs de taxi, des agriculteurs et des paroisses rurales servent alors de miroir. Ce groupe perçoit les épisodes décrits comme une mise en lumière de problèmes vécidaux, plutôt que comme une simple controverse publique. Le deuxième groupe concerne les spectateurs professionnels, enseignants, soignants, commerçants, transporteurs. Le texte, d'après le récit tel qu'il a été rapporté, montre que ces catégories se sentent être directement visées par les descriptions des hôpitaux sans matériel, des écoles sous-dotées et des subventions disparues. Chaque détail relevé dans la source alimente chez eux une impression de continuité entre leur expérience et les situations évoquées sur scène. L'effet, dans ce cas, n'est pas seulement émotionnel. Il devient une forme de validation collective de ce qu'ils expriment depuis longtemps. Le troisième groupe réunit les observateurs plus institutionnels, membres du clergé, responsables universitaires, groupes civiques, journalistes. Ces acteurs, présents dans plusieurs séquences décrites, cherchent à comprendre comment un événement public déclenche une mobilisation d'une telle ampleur. Les forums, les débats et les sermons constituent autant de lieux où le sens des scènes rapportées est discuté, recadré ou amplifié. Ce croisement de regards façonne la réception globale des événements. La source montre une convergence rare. Malgré leurs différences, tous ces groupes accordent une attention continue à ce qui circule dans les rues, sur les écrans et dans les discussions locales. Leur implication, même silencieuse, devient une part essentielle du mouvement décrit. L'organisation des scènes décrites dans la source permet d'esquisser un parcours en plusieurs étapes, chacune construite uniquement à partir des dynamiques déjà observées. Ibrahim Traoré n'y intervient pas comme acteur opérationnel, mais comme repère symbolique indiquant les thèmes que la population reprend constamment. Hôpitaux manquants, écoles fragiles, fonds publics dissipés. La logique de résolution suit donc les lignes déjà visibles dans le témoignage. Premier pas, clarifier les demandes. Les marchés, les universités, les églises et les groupes professionnels cités dans la source répètent les mêmes manques. Rassembler ces revendications en un ensemble cohérent constitue une base, car les scènes montrent déjà une convergence sur la santé, l'éducation et la transparence budgétaire. Deuxième pas, structurer les relais, les chauffeurs, les infirmières, les enseignants, les agriculteurs et les groupes civiques apparaissent comme des vecteurs actifs dans la circulation des extraits. Leur rôle, documenté dans la source, justifie qu'ils deviennent des canaux formalisés,
capable de maintenir une mobilisation pacifique et ordonnée. Troisième pas, ouvrir des espaces de vérification. Les débats parlementaires, les sermons et les forums étudiants reprennent tous des éléments factuels déjà connus. Leur multiplication indique la nécessité d'espaces publics où la cohérence des chiffres peut être discutée sans heurts. Cette étape découle directement du rythme décrit dans le témoignage. Quatrième pas, établir des engagements mesurables. Les discussions internes du Parlement, rapportées dans la source, tournent autour d'audits et de réexamens. Traduire ces intentions en objectifs clairs, sans inventer de chiffres nouveaux, reste une conséquence logique de la dynamique observée. Cinquième pas, maintenir la stabilité pacifique. Les rassemblements décrits sont constants mais non violents. Cette tonalité constitue un élément central de l'évolution. Préserver ce cadre garantit que la pression sociale reste lisible et constructive.